Roissy, aéroport Charles de Gaulle, le plus grand poste frontière de France. Il est 5 h du matin et pour le brigadier Pascal Jean et ses hommes, la journée débute par un vol en provenance d'Afrique. Dans le langage de la PAF, la police des frontières, on appelle ça un vol sensible. En clair, un avion susceptible de transporter des immigrés clandestins. La mission de la PAF est de contrôler tous les passeports dès la sortie de l'avion pour éviter que d'éventuels clandestins ne s'échappent sur les pistes. Merci. Bonjour madame. Merci. Bienvenue dans le froid. Mais non. Il faisait 27 là-bas. Ah bah ça calme là d'un coup là. Ouais, quelques jours faisait moins 4, c'est bon là. Ça chaud. Vous patientez dans l'avion s'il vous plaît. Patientez dans l'avion. Allez au chaud dans l'avion, allez. I don't understand. Okay. You wait inside. I have to do more verification about your passport, no? Plusieurs passeports sont en effet suspects. Comment? Ah Pascal. Ah, tu gardes. Why? You wait inside, sir. I have a plane to catch. Where is Okay, no suicide for your plane. For the moment, you wait inside. I have a plane to Can you wait in the airplane? We have to do more verification. Okay. C'est des passeports qui sont faux, donc on les fait patienter dans l'avion le temps de terminer le contrôle. C'est fini. On va vérifier qu'on n'ait oublié personne. Combien t'as de personnes? J'en ai qu'un. 5, 6, 7. 7 personnes. Ok, tu descends, tu les mets dans le dernier bus? 7 personnes sont mises à l'écart pour un contrôle plus approfondi. Mais un passager est resté à l'intérieur de l'appareil. Allez, on y va. On va vous emmener tout de suite voir un médecin. Ça va? Ça va. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal au ventre. Mal au ventre? Ouais. Montez, asseyez-vous. Le mec, il est malade, mais son passeport est litigieux, donc c'est probablement un peu de cinéma. J'ai blessé au travail et puis j'ai parti pour soigner là-bas. Pour vous soigner là-bas? Oui, j'ai soigné ici. Bah, ça va pas et puis j'ai parti là-bas. Parce que là-bas, quand j'ai fait la mécanique là-bas, j'ai blessé là-bas. Et puis il y a un médecin qui m'a suité. Et puis c'est pour ça que j'ai parti pour voir les médecins. On arrive, pas de panique, monsieur. Le malade est emmené avec les autres suspects. Vous allez vous asseoir avec les personnes là-bas, on va regarder ça. Vous asseyez? Il est pas bien. Et son passeport, il est bien? Non, apparemment non, on va regarder. Non, il est bon. Pourquoi il n'y a pas de blouse? Ils sont prévenus, ils arrivent... En fait, les papiers du malade sont en règle et il ne simulait pas. Les policiers ont appelé le service médical de l'aéroport. Mais pour nous, il est OK. Ça va, on y va, il n'y a pas de problème. Ça ressortit sans français, pas de souci. Allez, venez, on va déjà s'occuper de vous. Vous n'avez pas besoin d'argent. On s'occupe de vous déjà. C'est le plus important. Voilà. Le malade sera soigné dans un hôpital de la région parisienne. Les policiers vont maintenant traiter les passeports douteux. Da quando che siete in Italia? 10 anni fa. 10 anni fa? Dove? A Roma, Ostia. Ostia? Sì. E a lungomare. Ce l'ha una carta d'identità italiana? No, carta di l'ho ancora fatto. Non ancora solo la fatto, da carta. 10 anni? Non è vero. Sur ce vol-là, c'est assez fréquent qu'il y ait beaucoup de personnes avec des faux documents. C'est bien fait, mal fait. Non, ça c'est mal fait. Là, ils décollent le film, ils changent la photo, donc ça les traces d'altération. Ils sont obligés de refaire un timbre sec contrefait, qui se voit bien. D'accord, donc c'est en Italie. Abito a Como. A Como? Como è vicino a quella città? Quella grande città? Dove Como? Abito in via Testo numero 6. È vicino al mare? Sì. Si, è vicino al mare, Como. Ce passager vient de se trahir. À Com, il y a bien un lac, mais pas la mer. No problem, I keep your ticket. No, leave it. It's No, I keep your ticket. Don't keep it. This is mine. You have not finished looking at my document. Give me your flight ticket, please.
I should give you my flight ticket. I have to If you check want it. it, you have it. I have 4 hours to do some verification. Yeah, Is go this and 4 do it. hours? 4 hours. Yeah. 4 hours. I have 4 hours. If you are cool, I'm cool. So I do quickly. Ils sont toujours comme ça. Hein. Dès qu'ils sont pris, ils vont essayer de jouer à la tchatch, nous mettre la pression. Et alors, vous, votre réponse, c'est quoi? Bah, nous, notre intérêt, c'est de rester cool vis-à-vis d'eux. Parce que s'ils arrivent à nous énerver, c'est qu'ils ont gagné leur petit jeu. Donc là, on les laisse à part, ils vont se calmer tranquillement. On leur dit qu'on va faire des vérifications, même si on sait que les passeports sont faux, comme ça, ils restent tranquilles jusqu'au bout. Finalement, ces candidats à l'immigration clandestine sont conduits en zone d'attente où ils vont en rejoindre beaucoup d'autres. Ici, nous sommes toujours à Roissy, mais nous ne sommes pas en France. Il s'agit d'une zone internationale, clôture, caméra de surveillance. La zone d'attente n'est pas une prison, mais ça y ressemble et il est difficile de s'en évader. Certains clandestins acceptent de rentrer chez eux de bon gré. Pour les autres, la PAF va appliquer la loi et les expulser de force. C'est le cas de ces 3 Indiens qui refusent de quitter le territoire. Ce sont 3 Indiens qui sont arrivés de la Havane avec une continuation sur New Delhi, continuation qu'ils ont refusé de prendre. Ils ont demandé l'asile politique qui leur a été refusé. Ils ont ensuite refusé d'embarquer et donc ils vont être réacheminés sur New Delhi avec 7 escorteurs de la PAF Roissy. Voilà, donc ça c'est la première étape. Hein. Donc on vérifie toujours parce qu'on a malheureusement de temps en temps des surprises, des gens qui au dernier moment essayent de prendre des objets coupants pour éviter d'embarquer. Et donc là, c'est une précaution à la fois pour la personne mais également pour les escorteurs. Alors ensuite, pour des questions de sécurité, lors de l'embarquement, on va lui mettre ce qu'on appelle des menottes espagnoles en tissu, ainsi que des scratchs. Le sujet est calme pour l'instant. Ensuite, une fois présenté à l'avion, c'est là que ça se complique. Hein. Donc par sécurité, à la fois pour la personne qu'on réachemine, mais également pour les escorteurs, on prend toutes les précautions utiles dès le départ. Nous avons filmé cette séquence avec une caméra discrète à la demande de la police. À droite, je vais là-bas. Direction l'avion de New Delhi. Dernier obstacle à lever, le commandant de bord. Seul maître à bord, il peut refuser d'embarquer ses passagers un peu encombrants. Le commissaire va tenter de le rassurer. Je veux pas qu'il y ait un grand bordel. Non, mais les journalistes sont très friands et puis quelques passagers, bon, vous connaissez. Oui, on sait comment ça se passe, mais bon, vous en faites pas. Hein. Vous avez des policiers qui sont formés pour ça et il y aura aucun problème. Les quelques incidents qu'il y a eu, je suppose que les policiers... Vous savez comme moi que les seuls soucis, c'est qu'ils peuvent un peu crier parfois, bon, pour exprimer leur mécontentement et puis essayer d'attirer l'attention des passagers. Mais sinon, au niveau sécurité, il n'y a absolument aucun problème. Hein. Ah, vous le tenez, hein. Vous faites attention, vous le maîtrisez. Hein, donc là, il va falloir le tenir. Quiet. Alors, vous le tenez bien, attention. Voilà. Pour éviter l'expulsion, les refoulés essayent souvent de se blesser ou de se mutiler par tous les moyens. S'ils y parviennent, les policiers seront contraints de les emmener à l'hôpital et ils resteront alors en France. Voilà, prenez-le par les jambes, voilà. Ok. Voyez la technique pour le prendre par les jambes. Vous voyez, jusqu'à présent, il a été calme. Là, il est particulièrement... Alors, vous imaginez si on n'avait pas les sangles, c'est ingérable, hein, on aurait pris des coups. Voilà. Pour empêcher qu'il se cogne la tête, chacun des Indiens est encadré par 2 policiers et des serviettes sont placées sur les dossiers afin d'amortir les chocs. Attention, voilà. Voyez. Voilà, attention, reculez-vous. Voilà, hop, on va l'asseoir, les escorteurs tout de suite à côté. Voilà.
Ça y est. Demandez au lieutenant de contacter la SIC en disant que les individus sont assez quand même récalcitrants. Voilà. Il y a du renfort avant qu'on parte. Pour l'instant, les escorteurs maîtrisent bien, essayent d'éviter les coups de tête. Mais attention, vous ne faites pas mordre. Hein. Quelques instants après, les premiers passagers embarquent. Et les policiers tentent de les rassurer. Il n'y aura plus aucun problème. Ça va bien se passer. Merci. On va attendre la fermeture de la passerelle. Finalement, les 3 Indiens clandestins et les 7 policiers qui les accompagnent arriveront à bon port. Tout frais payé par la compagnie qui les a acheminés en France. C'est elle qui aurait dû vérifier les papiers au départ. Après la police des frontières, les autres gardiens de l'espace européen, ce sont les douaniers. Leur cible, les milliers de bagages qui peuvent dissimuler des trafics en tout genre. Et les douaniers doivent souvent s'en remettre à leur flair. C'est le service des douanes. Je peux avoir votre passeport et votre billet d'avion, s'il vous plaît? Vous avez quelque chose à déclarer au service des douanes? Non. Vous avez fait des achats pour plus de 180 €. On regarde d'abord le passeport, le billet d'avion. On regarde sa nationalité, l'endroit d'où il vient, éventuellement son transit. Et en fonction de ces critères, on va savoir ce qu'on peut retrouver dans son bagage ou sur sa personne. C'est pas évident, il faut être curieux, voire même parfois vicieux. How many people? 18? Ok. Ok. J'ai demandé combien ils étaient. Ils sont 18. J'ai recompté, ils sont 18. S'il y en a un 19e alors qu'il y en a 18, c'est qu'il y en a, il essaie de se glisser dans le groupe. Bonjour. Vous avez fait un circuit au Mexique? Oui. Vous avez fait Mexique-Guatemala ou juste le Mexique? Non, on a fait Mexico, Acapulco. Est-ce que vous avez ramené des choses? Est-ce que vous avez ramené des bijoux, de l'argent par exemple? Moi non. Au poids? Non? Une bouteille de tequila. Ah, j'allais le dire. Une bouteille de tequila quand même. Et 2 cartouches de cigarettes. C'est une cartouche par personne, mais on va pas vous embêter pour ça. Pas Non, on nous a dit 2 cartouches. Non, on vous a dit 200 cigarettes qui font une cartouche. Allez, au revoir. 2 cartouches au lieu d'une, le douanier se montre compréhensif. Mais dans la pièce voisine, une autre équipe vient de contrôler 2 Égyptiens, apparemment de très gros fumeurs. On a contrôlé ces personnes à la sortie de l'avion. Ils nous avaient déclaré qu'ils n'avaient pas de cigarettes. Et ils en avaient pour 50 kilos à peu près. Et là, c'est déjà une belle prise. C'est plus qu'une taxation, une simple taxation sur un voyageur normal qui transporterait une dizaine de cartouches, quoi. Là, on atteint déjà un bon nombre. 66, 70. 70. 70 cartouches. Un quanto? 150. Ah, bien, je me trompe. Bonne prise. Ça va. On a bien bossé aujourd'hui. Cigarette, c'est du bon business. Ça rapporte autant que la drogue et on risque beaucoup moins. Ça fait 1100 € d'amende. 1100 € d'amende. À ce tarif-là, les Égyptiens tentent le marchandage. Boss, please, excuse me. Cigarette money. Give me money, 100,000. No way, no problem. You are in the Problem. Okay. Excuse me. Okay. 400 euro. 400 for me. It's not us, but decided. 400 for me, please. I just cigarette go 400. Go to hotel. Go to Paris. Please. You know, you make an infraction. Excuse me, please. I'm sorry. And there is no possibility of discussion of that. Okay, we can't make what we want. Okay, there is law for all of that. Okay. Les trafiquants ont de la chance, les douaniers acceptent un acompte de 800 €. Un petit arrangement toléré par la procédure douanière. Okay. Sur la totalité de ce qu'ils doivent, ils ne peuvent pas tout payer, mais une partie de l'argent est gardée en avance du paiement. Et le reste? Et le reste, ils ont un délai d'1 mois pour venir payer. S'ils n'ont pas de quoi payer aujourd'hui avec eux, ni de carte bleue, ni de chéquier, donc on leur laisse un délai d'1 mois. Et s'ils ne viennent pas dans 1 mois? Et le dossier partira un peu plus haut à notre hiérarchie et eux aviseront pour voir comment ça sera traité après.
Vous avez des moyens de coercition en Égypte? Sur des personnes résidant à l'étranger, on a du mal, effectivement, c'est difficile. Mais à Roissy, il y a un autre trafic beaucoup plus sérieux, celui des stupéfiants. Il y a quelques années, nous avions filmé cette séquence incroyable. Les douaniers avaient repéré un passager suspect, un Italien. Il arrivait de Colombie, y avait passé 10 jours et voyageait sans bagage, le profil type du passeur de drogue. Allez, va. Tu parles français? C'est votre premier voyage en Colombie? Comment? C'est la première fois que vous allez? Oui. Vous avez de la famille là-bas ou des amis? Oui, j'ai une amie. Une amie? Oui, d'accord. Qui vit là-bas, une fille. Une Colombienne? J'ai beaucoup intéressé à elle. Ah, d'accord. Visiblement, le voyageur en transit ne s'attendait pas à ce contrôle parisien. L'homme est emmené dans une pièce à l'écart pour être entièrement fouillé. Salut, ça va? Dans son sac, peu de choses. Des t-shirts, des chaussures de sport et une plaquette de cachet d'Imodium. Un médicament si connu des douanes qu'il va les décider à pousser plus loin leur contrôle. Qu'est-ce que vous suspectez? Là, on suspecte, étant donné qu'il n'a pas de bagage de soute, qu'il est parti une dizaine de jours en Colombie, à San Andrés. Étant donné qu'on a trouvé sur lui des cachets d'Imodium. C'est quoi ces cachets? C'est des cachets pour bloquer le transit intestinal. Donc souvent ceux qui ingèrent des boulettes prennent ce genre de cachet pour bloquer le système. Mais ça peut être aussi... Ça peut être aussi qu'il a attrapé quelque chose là-bas. Voilà. Il a consommé. Ah, ouais. Le test va être faussé. Un test qui permet de repérer dans les urines les traces de cocaïne et d'héroïne. Vous avez consommé quand pour la dernière fois? Comment? Vous avez consommé quand pour la dernière fois? Là? Oui. Un petit peu, un peu. Mais quand? Je sais pas quand. Hier, avant-hier. Hier. Ah ouais. Hier, un peu hier. Je pense là. On l'amène direct à la radio. Bon, ben alors. Tu lui dis? Tu lui expliques? Bon, alors c'est... Non, mais là, il nous dit comment on lui expliquait qu'on allait faire un test d'urine. Il nous a dit qu'il consommait. Donc le test qu'on ferait serait positif. Voilà. Donc on va l'amener à la radio directement. Prendre une radio. Comme ça, on sera fixé. Mais pour la radio, les douaniers doivent lui demander son accord. Je sais pas, je ne suis pas d'accord pour que... Vous m'avez contrôlé, c'est tout. J'ai rien. Je parlais avec sincérité avec vous, sans problème. Non, là, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. Maintenant, c'est tout normal. Étant donné que vous consommez, le test n'est plus fiable, on est obligé de passer une radio. Pour voir, pour constatation, parce que vous comprenez bien qu'il y a des gens qui transportent à l'intérieur. Ça, vous n'êtes pas sans savoir. Alors, à ce moment-là, on est obligé d'en passer par là. Maintenant, si vous avez quelque chose, vous pouvez le dire de suite. Hein. Non, j'ai pas rien. Bon, si vous n'avez rien, il n'y a pas de problème. Si l'homme ne s'y était pas soumis, ça n'aurait pas changé grand-chose. Les douaniers auraient juste perdu du temps en demandant au juge d'ordonner la radio. C'est le docteur Barguin, médecin de l'aéroport, qui va se charger de faire la radio. Pour rentrer, non. Venez par ici. Voilà, comme ça. Voilà, très bien. C'est bon. Voilà. Bonjour. Vous rentrez? Tu veux vous... Noir. On s'appelle la... Voilà la radio qui sort là. Hein? La radio elle sort. Ça va monsieur? Pas de problème? Bon, voyons cette radio, qu'est-ce qu'elle montre? Bon, évidemment, elle est un peu délavée parce que j'ai pas eu le temps de chauffer les bains tout de suite, hein, mais... How many? Parle français, hein? Parlez français, combien? Combien, monsieur? Combien de quoi? Combien? Des ovules.
Il y en a deux. Deux au moins, oui. I'm sorry. Je suis désolé, mais il y en a deux. Vous avez 2 corps étrangers insérés dans l'ampoule rectale. Il faut dire la vérité, monsieur. OK? I'm sorry. How many? Combien ça pèse en tout? Voilà. Il y a 2 corps étrangers. Vous avez introduit des ovules à l'intérieur? Vous avez des corps étrangers insérés là. Alors c'est quoi C'est quoi? C'est quoi, monsieur? C'est quoi? C'est de la cocaïne? C'est pour votre consommation personnelle? Bon, alors vous allez les pondre tranquillement. Et puis, si c'est pour votre consommation personnelle, il n'y a pas de problème. Vous voulez le faire pondre ici? Ici? Hein? Vous allez pousser tout de suite. Vous pouvez les évacuer là? Oui. Hein? Vous allez les évacuer tout de suite. Comme ça, on n'en parlera plus. D'accord? Allez, venez. Vous allez les pousser, vous allez les sortir tout de suite, OK? Ah ouais. Allez, venez avec moi. Petite précision, même si c'est pour sa consommation personnelle, l'Italien risque quand même quelques problèmes, entre 8 mois et 4 ans de prison. Vous avez affaire à un enfonceur. Il y a un monsieur qui s'est inséré dans l'ampoule rectale des ovules. Sur ces lignes-là, on a aussi des avaleurs, des ingéreurs, qui vont utiliser les ovules que vous voyez ici, là. Ils les avalent, ils en avalent 250-300 de 6 grammes. La prise record à Roissy, 330 ovules de 6 grammes, presque 2 kilos de cocaïne. Si une seule de ces capsules venait à exploser, le passeur mourrait immédiatement d'overdose. On va faire un test pour voir qu'est-ce que c'est comme produit. De la cocaïne pure, 60 grammes payés 700 € en Colombie et qui aurait pu être revendu 4 500 en Europe. Un trafic qui peut rapporter jusqu'à 7 fois la mise. C'est quand même grave faire ça. Comment? C'est quand même grave de transporter ça. C'est grave. Je pense pas que c'est... Non? Je pense pas que... Ah non, c'est pas grave. En Italie, c'est pas grave une chose. Non. Oh ben non. Ah, c'est pas ça. Ah ouais. Bien sûr. Enfin, toujours je dis qu'en France, c'est grave. Allez. Depuis, l'Italien est passé devant les juges. Il a été condamné à 18 mois de prison et à 35 000 € d'amende. À Roissy, il y a 1500 décollages et atterrissages tous les jours. Les phases les plus critiques d'un vol où le risque d'incident n'est jamais à exclure. Ce matin, par exemple, cet avion en approche est en difficulté et doit procéder à un atterrissage d'urgence. À son bord, plus de 200 passagers. La PAF est immédiatement mise en alerte. Problème de train. En 26 droite, l'appareil va se poser sur cette piste-là, face à l'ouest. Hein. Sur la piste, les gendarmes prennent le relais. Donc il a un problème technique. Là, le voilà, il vient de se poser. Il a eu un problème de roulet de données, c'est-à-dire le train avant. Et certainement n'a pas voulu sortir ou peut-être qu'un voyant d'alarme s'est déclenché. Donc à ce moment-là, il y a les pompiers. Si vous voulez, ça peut arriver plusieurs fois par jour. Hein. Les pompiers restent cachés derrière l'appareil pour ne pas inquiéter les passagers. L'avion s'arrête enfin. Le train d'atterrissage va pouvoir être examiné. Là, ils sont en train de faire des vérifications sur les trains, savoir si ça chauffe pas trop, savoir s'ils sont aptes à arriver sur le point de stationnement. Ouais. Alors? Oui, c'était juste un petit échauffement de train, sans problème. Fin de l'incident. L'appareil va rejoindre son point de stationnement, mais pour les pompiers, la plus grande prudence est de mise, car le système de freinage peut provoquer un incendie. C'est les multidisques de frein qui sont à l'intérieur des roues qui prennent une température excessive suite à un freinage violent. Et là, c'est le déclenchement de l'alerte pour nous. Et d'où la rapidité, puisqu'on s'aperçoit que sur les trains d'atterrissage, il y a énormément d'huile, de graisse qui sont... et la propagation dans le puits de train. Après, une fois que le puits de train est enflammé, les réservoirs sont juste au-dessus. Alors on voit vite les conséquences
et la difficulté de maîtriser après, alors que si c'est maîtrisé au départ, un simple jet d'eau pulvérisée suffit à stopper l'intervention. Un incendie est un risque réel. L'accident de l'Airbus d'Air France à Toronto l'an dernier est là pour le rappeler. L'appareil avait quitté la piste avec à son bord 297 passagers et 12 membres d'équipage. Un feu avait éclaté à bord, dégageant une énorme fumée toxique. Seules 14 personnes avaient été blessées. Pour parer à ce genre de catastrophe, les pompiers s'entraînent toutes les semaines sur un Airbus désaffecté. Et ils n'ont qu'une minute pour monter à bord et extraire les occupants pris au piège. Dans cette situation, pour les hommes du feu, le plus difficile est de surmonter la peur et de progresser dans la fumée. Oh, je ne vois pas. Non, c'est pas bon. Alors là, on voit que c'est plus qu'enfumé. On comprend vite l'intérêt que la priorité n'est pas forcément d'éteindre le foyer, mais bien d'ouvrir pour pouvoir ventiler. On a un point de repère sur les trucs. Hein? Ici. Une fois les portes ouvertes, il ne reste que très peu de temps pour sauver les passagers. Oh! Allez, on sort. Ah, monsieur, on peut sortir tout seul, c'est bien. Il est conscient, il peut sortir tout seul. Il arrive assez fréquemment que j'y ai un semblant, enfin un début, c'est simplement des lampes ou quelque chose qui commence à fumer dans un appareil. Et on voit tout de suite que le passager se panique assez vite et donc il faut intervenir rapidement. Sur cet aéroport, un avion atterrit ou décolle toutes les 60 secondes. Pour gérer ce trafic, l'un des plus denses au monde, les aiguilleurs du ciel. Contrairement à ce que l'on croit, ils ne travaillent pas en haut de la tour de contrôle, mais en bas, au fond d'un sous-sol, dans une pièce aveugle. Bonjour. Comment va? Absolument. Les avions, ce sont ces taches de couleur verte sur les écrans de contrôle. Là, il est en France 009, gardez 210 nœuds jusqu'à nouvel avis. France 2095, bonjour, autorisé approche leur table du Nord. Dès qu'un appareil se présente dans l'espace aérien, les aiguilleurs le prennent en charge et guident le pilote jusqu'à la piste d'atterrissage. C'est ce que l'on appelle l'approche. Tous les avions sont pris en main par l'approche. Le travail de l'approche, c'est d'amener un avion sur chaque piste, que ce soit du Bourget ou de Roissy, en fonction des cadences déterminées par chef de tour. Ça peut être 90 secondes, 2 minutes, ou s'il fait mauvais, ça peut aller jusqu'à 3 minutes ou 4 minutes. Bonjour Air France 1505, régulation radar, gaz piste 08 droite, descendez niveau 6-0. Des opérations complexes, pas toujours faciles à comprendre pour le commun des mortels. Cet avion qui va aller au Bourget vient du nord, il faut que je survole cet avion qui va se positionner vers le sud et me glisser en dessous de cet avion qui arrive du sud pour le nord. Air France 09, pas plus de 160. Depuis le 11 septembre, les aiguilleurs surveillent aussi de très près les trajectoires des avions. Il y a une différence avec avant le 11 septembre, après le 11 septembre, c'est qu'on sait que le 11 septembre peut exister. Je crois que dans l'esprit de la plupart des contrôleurs, il était inconcevable que des gens aillent jusqu'à utiliser des avions pour une action de ce style. Maintenant, on a une liaison avec des militaires. Il y a des consignes de faire appel, effectivement, au service de sûreté, la sûreté aérienne, qui a un avion en vol, très souvent, ou qui est toujours disponible dans l'an pour intervenir. À la suite de quelques menaces, et je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais beaucoup de vols étaient des vols accompagnés sur les États-Unis, c'est-à-dire que les avions étaient accompagnés en plus par un avion de chasse jusqu'à un point spécifique. Il y avait effectivement une escorte pour des vols particuliers. D5 Romeo Papa, descent altitude 4000 feet, QNH 1027. Pourquoi elle reste en basse altitude pour qu'il emmerde tout le monde pendant je sais pas combien de temps? Faire du bruit. T'arrives ici? Non, attends, je t'aurais pas fait comme ça aussi. Non. Utilise tes volumes, utilise ton espace. Les aiguilleurs sont des ingénieurs spécialisés formés sur le tas après 5 années d'études universitaires. Pour faire face à toutes les situations, ils s'entraînent sur ce simulateur unique en France. L'aéroport est reproduit à l'identique sur un écran à 360 degrés.
Le simulateur permet de travailler dans les situations les plus extrêmes, tempête de neige, piste verglacée, réacteur en feu. Je vais vous aligner un avion, on va simuler un feu réacteur par exemple. Admettons, il fait un arrêt décollage immédiat. En permanence, on est obligé de prendre des décisions comme ça rapidement en temps réel, mais bon, si c'est plus grave, je pense pouvoir garder un certain sang-froid, enfin j'espère, hein. Mais enfin, là, normalement on est formé à ça, quoi. À pas paniquer, se mettre à pleurer, lâcher le micro et aggraver la situation, quoi. On reste des humains, mais bon, faut être, je pense, ouais, un peu préparé quand même. On s'y attend toujours. Après l'atterrissage, les avions sont pris en charge par la vigie, tout en haut de la tour de contrôle. Les aiguilleurs guident les appareils jusqu'à leur place de parking. Et là encore, gare aux accrochages. Nous donnons des priorités aux appareils. Nous donnons des instructions et les pilotes doivent les suivre. Pour autant, il est évident que par beau temps, je n'imagine pas un pilote percuter un autre appareil, d'autant qu'il y a des règles au sol qui consistent à revenir, s'il n'y a pas d'instruction, à des règles simples comme la priorité à droite. Vous faites un petit peu les agents de circulation, comme ça, voilà, visuellement. c'est ça. 12-17, maintenez avant la piste 08 gauche, point d'arrêt Sierra 6. Une fois au sol, les avions sont confiés à un autre type de spécialiste, les cordeaux. Soit il arrive par là ou par là. Ça dépend. Il arrive par là. Hein. Riyad est ce qu'on appelle un coordinateur, un cordeau. C'est lui qui est chargé de guider l'avion dans les derniers mètres jusqu'à son point de stationnement. Dans cette manœuvre, pas de technologie sophistiquée, juste 2 balises rouges, de la concentration et de la précision au centimètre près. J'aime bien placer les avions. Hein. Franchement, c'est bien, quoi. J'aime bien, on est responsable de l'avion. Hein. On est les yeux du commandant de bord. C'est nous qu'on le dirige pour bien le placer sur le point. Il faut surtout faire attention à ne pas dépasser trop le rond. Parce que vous avez vu, les réacteurs sont près des passerelles. Il ne faut pas que le réacteur touche la passerelle. C'est pile poil. Please, Mrs. Rebecca Katz, passenger on Georgian Airlines flight 628 to BDC, is invited to proceed to Terminal 30 for immediate boarding à la destination de Tel Aviv pour la France 1620. Embarquement immédiat Terminal B, porte 27. Niamey and Ouagadougou, flight 852. À Roissy, comme dans la vie, Annick ne se déplace jamais sans sa sœur jumelle Muriel. Les 2 jeunes femmes sont hôtesses d'accueil et ce matin, elles se rendent vers leur comptoir. On est bien musclés parce qu'on le fait souvent, ce cheminement-là. Ah oui, vous faites des kilomètres par jour? Ah oui, ça fait partie de l'exercice quotidien. La sortie va se faire de ce côté, arrivée numéro 2. Monsieur, bonjour. Je viens à vol à 10h40 pour Londres. Yeah, just by the change office. Hay que tomar un bus que sale de la puerta 9. Ça peut parfois faire peur aux gens de nous voir toutes les deux en même temps. Ah, ça arrive. Hein. C'est directement au niveau du bureau American Express. Le pire, c'est quand l'une se trouve dans un terminal et l'autre dans le terminal en face. Là, ça déroute complètement les passagers. Pourquoi? Parce que les gens en fait changent de place, mais on a l'impression de revenir au même endroit. Mais ça arrive. Dans un aéroport, jamais de routine. Ce matin-là, la police de l'air et des frontières est avertie de la présence d'un sac suspect. On a un bagage sur CDG1, niveau départ porte 20. S'il vous plaît, reculez. Reculez. C'est ce sac mauve qui provoque l'inquiétude des policiers. Un périmètre de sécurité est mis en place. Les vols vont prendre du retard, mais le plus petit risque d'attentat est pris très au sérieux. Un démineur va poser une charge pour faire exploser le sac.
La cartouche par elle-même a une puissance assez convenable pour pouvoir ouvrir l'enveloppe, voire même désolidariser des éléments entre eux, des éléments constitutifs d'un engin explosif improvisé. Combien de minutes là depuis l'alerte? Bon, là, il y a une dizaine de minutes. Allez, moi je suis prêt. Tu me dis quand? Quand tu veux. Fausse alerte à l'intérieur du sac. Pas de bombe, mais des dollars flambant neufs. Et c'est vachement bien fait. Putain. Même. Et là, vous allez en faire quoi, monsieur? Poubelle. Ah, il y a de l'argent dedans. Oui, c'est des faux. Ah. Je sais pas si c'était vrai, mais je dis chaque fois. Sinon, je demande si vous m'acceptez pour les prendre, je les prends avec plaisir. Le moindre petit bagage abandonné dans l'aérogare, lorsqu'un passager oublie son bagage, je déclenche ce que l'on appelle la procédure de bagage abandonné au nom de la sûreté. On ne peut pas laisser un bagage qui risque d'exploser. Et ma difficulté en tant que directeur du terminal, c'est que là, j'ai 2 mètres cubes de bagages. Et quand M. Alfred vaque à ses occupations, eh bien, j'ai bien envie de déclencher la procédure bagage abandonné. Monsieur Alfred, c'est lui. Contrairement aux apparences, c'est peut-être le personnage le plus riche de Roissy, le plus célèbre aussi. De son vrai nom, Mehran Karimi Nasseri, il a été banni d'Iran par les mollahs il y a 16 ans. À l'époque, il atterrit à Roissy et depuis, il n'a jamais redécollé. Son histoire a inspiré Steven Spielberg, le réalisateur américain qui en a fait un film, Le Terminal. I suppose they have got my histoire from the press, from Los Angeles Times, or New York Times. Did they contact you? By the post, yes. By post. And where did you go get the letter? Here at the post office? Yeah, they have sent to my lawyer in Paris. Ah, to your lawyer? In Paris. Avec les milliers de dollars touchés sur les droits d'auteur du film, on aurait pu croire que M. Alfred allait choisir une nouvelle vie, loin du sous-sol de Roissy. Mais depuis 16 ans, M. Alfred continue d'écrire son journal et n'a pas bougé de son banc. What has changed in 16 years? The airport changed, but the decoration, new decoration changed. But for me, it's not changed yet. And you have changed? No, nothing changed for me. I'm the same. So the same? I didn't go to university, I didn't go to other country, that is the same place I stayed. The time is going by and by. Ça vous étonne cette médiatisation? Non, parce que c'est quand même un cas. Hein, c'est un fait et c'est vraiment. Mais on en parle avec légèreté. C'est quand même un cas de détresse humaine très fort. Parce qu'avoir comme seul univers 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, cet univers aéroportuaire et un univers conçu pour le passage, eh bien ça doit dénoter quand même d'une détresse très profonde. Et je voudrais que ce côté soit également étudié et mis en avant. Pas uniquement le cas médiatique un peu farfelu, non, détresse humaine. À l'écart des autres aérogares, le terminal T3, celui des charters et des vols à bas prix. Un hangar au décor plutôt sommaire, tôles ondulées et charpentes métalliques. On est loin du luxe et du confort des autres terminaux. Bienvenue au T3. On est content, on est à l'aéroport terminal 3 là, Inch'Allah. Vive la France, Inch'Allah. Que la France soit la terre et qu'il y ait encore la paix, Inch'Allah. Qu'il y ait fraternité, égalité. Alhamdulillah, nous on est contents. On est nés étrangers, mais Alhamdulillah, bonheur pour la France, Inch'Allah. Aujourd'hui, c'est le grand départ pour le pèlerinage annuel de la Mecque.
Alors ça, c'est tous ces papiers, son badge, pour qu'elle ne se perde pas là-bas. Avec bien sûr sa photo et tout ce qui concerne son identité et l'adresse. Voilà. Et ça, c'est ses enfants qui se sont réunis, ils ont cotisé pour... C'est un cadeau qu'ils ont offert à leur maman. À 82 ans, Madame Kechnay part toute seule pour le pèlerinage de la Mecque. C'est son premier grand voyage. Nous, on est contents, mais aussi au fond, bien dur. Pourquoi La laisser partir toute seule, quand même, on ne sait pas. On ne sait pas si elle revient ou pas. C'est dur. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a tellement de monde, elle est âgée, elle est malade, et puis tellement que ça pousse là-bas, donc on ne sait pas du tout, c'est le bon Dieu qui est avec elle. Premier obstacle pour les pèlerins, le passage de la frontière. Est-ce que vous avez rempli la fiche comme ça, là? Vous l'avez remplie ou pas? Non? Vous avez un stylo? Vous avez un stylo ou pas? Je vais vous patienter ici, s'il vous plaît. Eh oui, ben oui, désolé, c'est comme ça. Merci. Vous pouvez patienter derrière, madame, s'il vous plaît, je suis avec monsieur. Ok, merci. Ben, pour l'instant, vous prenez vos Ok, trucs, merci. je suis avec monsieur. Vous pouvez reculer, je suis avec monsieur. Oh là 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 là, la catastrophe. Merci. La allez-y. catastrophe, je suis obligée de tout écrire. T'as rien rempli? Rien du tout. Bah, là, c'est une dame qui ne sait ni lire ni écrire, donc impossibilité totale. Ça ne fait pas gagner du tout de temps. Vous avez une carte de Votre résident? adresse, c'est toujours celle-là? Votre Ah, vous adresse? êtes belge? Ok, d'accord. Bonjour madame. C'est le tour de Madame Kechnay. Voyagez toute seule? Oui, non mais c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Voyagez toute seule, madame? Voyagez toute seule? C'est parfait. Merci madame. Bon voyage. C'est une catastrophe. La vieille dame passe sans encombre, mais pour d'autres pèlerins, les problèmes commencent. Les passeports sont en règle, mais pas les billets. L'heure du départ approche, la tension monte. Tu appelles chef d'escale aéroport de Paris, tu dis comme quoi il y a des passagers qui n'ont pas de billet de retour. On est là. Et tu l'appelles le responsable saoudien. Ils nous ont tous donné les allées et les retours. Ils ont leur carte d'accès pour l'aller, mais ils n'ont pas leur carte d'accès pour le retour. On les donne où? Là-bas, voilà, c'est ce que je disais. Donc tout le monde embarque. Puisque cette organisation, c'est pas nous, monsieur, c'est et à qui? C'est ma faute à moi? Mais vous êtes responsable. Non, on n'est pas responsable. Nous, on est responsable de l'embarquement. Et comment ça se pour venir me prendre? Monsieur, nous, on n'est pas une compagnie aérienne. On est des prestataires de services, monsieur. On est aéroport de Paris. On s'occupe que de l'escale. C'est-à-dire embarquement des passagers, gérer que tout se passe bien au niveau de l'embarquement. C'est-à-dire enregistrement des bagages et embarquement. Tout ce qui est problème, billetterie, carte d'accès à bord. Et d'après vous, j'ai vu vous avaler ça. Alors, soyez gentil quand même. Soyez gentil. Monsieur, j'essaie de vous expliquer, vous n'arrivez pas. Ça fait 45 ans que je suis dans l'administration, vous allez me dire 45 ans dans l'administration, monsieur. Alors, j'ai 77 ans à retour. 45 ans de fonctionnaire, combien vous? 5 ans. Vous êtes battu, il a raison. Allez-y. Je suis pas fautif. Je vous souhaite de passer une bonne agréable nuit. Et moi, je vous souhaite un bon pèlerinage. Merci. Que Dieu vous garde, que vous protège. Que Dieu vous garde et vous protège tout le pasteur. Voilà. Et ramenez-nous de l'eau sacrée. Merci 1000 fois. Au revoir, merci. Alors, on monte où? Dans ce bus. Il vous lâche pas, hein? Nos pèlerins ne sont pas encore partis. Il reste une dernière formalité, l'inspection surprise de l'avion qui va les amener en Arabie Saoudite. Les inspecteurs, ce sont les agents de la Direction générale de l'aviation civile. Ils débarquent sans prévenir pour contrôler les appareils. À la moindre anomalie,
Frédéric Lepuil et ses hommes peuvent immobiliser un avion au sol. Est-ce que vous contrôlez plus particulièrement les avions charter? Un petit peu plus depuis l'accident récent de Sharm el-Sheikh, puisqu'il y a une pression qui a été mise sur ce type d'exploitation. Mais sinon, non, auparavant, pas spécialement. C'est pas un type d'exploitation qui avait été identifié comme présentant plus de risques qu'un vol régulier. Justement, l'avion qui est examiné à la loupe aujourd'hui appartient à une compagnie charter. On regarde l'état des ailettes du réacteur, particulièrement sur les extrémités, voir s'il n'y a pas eu d'objets étrangers qui ont pu rentrer, éventuellement une collision d'oiseaux en vol ou quelque chose comme ça. On a arrêté récemment un avion cargo parce qu'il avait un état général non satisfaisant avec des fuites hydrauliques et des fuites de carburant notamment. Donc là, c'est effectivement une interdiction de vol tant que ce n'est pas réparé. Après l'extérieur, la cabine, vérification des équipements de sécurité, gilet de sauvetage et bouteille d'oxygène. Rien, ni personne ne leur échappe, pas même les pilotes. Messieurs, bonjour. On fait un petit contrôle sur votre vol. Pardon. Ce qu'on contrôle essentiellement, donc, c'est la licence des deux pilotes, voilà, une licence de membre d'équipage de conduite. C'est le permis de conduire du pilote. Et en plus, on a le certificat médical qui atteste, comme son nom l'indique, de l'aptitude médicale du pilote avec une validité d'1 an pour un pilote qui a moins de 40 ans. C'est le premier contrôle que vous subissez cette année? Cette année, oui, mais sinon, régulièrement, en moyen courrier, notamment sur Lyon, sur Marseille, on a des contrôles effectivement réguliers. Vous, ça vous est déjà arrivé de faire un contrôle intempestif de ne pas partir ou... Pas sur Airbus, sur Boeing, oui, quelquefois, mais pas sur Airbus. Avec ces avions-là, on n'a pas eu de soucis, ça peut être dépanné très très vite, surtout sur la plateforme de Paris, puisqu'on a l'assistance Air France. Et à l'époque, sur les vieux Boeing ou... Ah oui, bien sûr, on a retardé des vols de 5-10 heures de vol pour dépanner l'avion, pour ne pas partir à ce qu'on appelle en no-go. Une fois que vous ne pouvez pas partir, on ne part pas. Même s'il y a une pression moi, je n'ai jamais... Ça fait 15 ans que je fais de l'aéronautique, je n'ai jamais eu de pression. Donc non, on a la responsabilité du vol, la responsabilité de la machine, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et le verdict final pour celui-là? Là, jusqu'à présent, rien à dire, il n'y a pas de problème. Et ensuite, l'embarquement sera lancé et le vol va pouvoir se poursuivre normalement. Bon vol. Au revoir, monsieur. Tout est en règle, l'avion peut enfin partir et quitter son parking grâce à ce tracteur. Car, si vous ne le saviez pas, un avion n'a pas de marche arrière. Aziz va vérifier une dernière fois le crochet. C'est lui qui va effectuer la délicate manœuvre pour amener l'avion sur sa position de départ. Alors c'est parti. J'ai enlevé le frein, première, et c'est parti. Quand je démarre, c'est toujours tout doucement, et je commence à accélérer tout doucement. Et je regarde en même temps, pour ne pas toucher là-haut, parce qu'il y a deux passerelles. Il faut revérifier si c'est bon. Ok, je redemande encore au mécano, pour être sûr que l'avion il part vers l'ouest. Et là, je commence à casser. Tout doucement, mais toujours à vérifier la ligne blanche. Il faut que l'aile dépasse. Pour moi, chaque fois c'est un défi. Hein. Quand je pousse mon avion et tout se passe bien, je démarre bien, j'arrête bien, ben pour moi c'est quelque chose que j'ai réalisé. Et c'est la performance, parce que pousser c'est pas évident. Hein. C'est pas n'importe qui peut pousser. Hein. Il y a des gens que je connais moi qui ont fait 4-5 fois le... Ils n'arrivent pas à pousser. Et moi, ça me fait plaisir. Donc je commence à mettre les roues arrière et le train arrière sur la ligne jaune. Et je ramène le train avant sur la ligne jaune aussi. Et voilà. J'ai décroché la barre et je recule. Voilà, le temps de décrocher la barre.
accroché à l'arrière, mais c'est bon. Manœuvre parfaitement exécutée, l'avion peut enfin décoller pour la Mecque. Nous ne sommes pas dans un hôpital, mais dans une des zones les plus secrètes de Roissy. Les cuisines de Cerbère, l'un des plus importants traiteurs du ciel. Si vous voulez bien, on va passer en salle de... Ce matin, c'est la compagnie Air Austral qui vient goûter les menus de sa première classe et de sa classe affaires. L'inspection va durer 3 jours. Tout est examiné sans pitié. La présentation, la qualité et la saveur. Pour Alain Girard, chef cuisinier chez Cerbère, c'est un véritable examen. Le tourne-dos doit être parfaitement saisi, la pince au homard bien rouge, le saumon d'une fraîcheur irréprochable. Chaque plat doit être calibré, soupesé et original. C'est la même chose, c'est comme un exemplaire unique. On n'en a pas fait 10, on n'en a pas fait 20, on en a fait un seul. Et ça nous oblige. Et si vous voyez le nombre de légumes, le nombre de sauces, on a dû réaliser quelque chose comme 200 recettes à peu près. Donc, vous avez une déclinaison de foie gras, vous avez une déclinaison de saumon, une déclinaison de crevettes. Et là, on a fait un petit appareillage crevettes, homard. Et éventuellement, à côté, d'autres petites propositions qui peuvent décliner, qui peuvent également vous intéresser. Je vous invite à goûter éventuellement, même pour 7 heures matinales. Un métier difficile. Mais la nourriture aidant, ça entretient l'amitié et la convivialité. Et c'est des petites portions à hauteur de la fourchette. C'est les mêmes, ça change? Non, alors vous en avez un au thé gingembre et l'autre au poivre et champagne. Voilà. Un repas est un moment très important pour le voyageur parce que tout être humain n'étant pas dans son élément naturel est quand même quelque part un peu stressé et angoissé. Donc le repas, c'est un moment de détente où le passager va penser à autre chose, il va pouvoir contempler, savourer et ça va lui faire penser totalement à autre chose et faire passer le temps dans un voyage. Donc c'est pour ça que sur les longs courriers, c'est particulièrement important. C'est un moment de récréation dans le voyage. La présentation a autant d'importance que le goût. Il faut que ça soit beau, il faut que ça donne envie, puisqu'on a difficilement l'odeur dans un avion. On est quand même dans une ambiance un peu pressurisée, donc le repas doit être un petit moment de fête à bord. Ça, chef, je préfère ça. Chutney de figue. Il y a de la figue là, ça c'est très bien. On va partir là-dessus. C'est mieux, ça c'est un peu trop facile, je trouve. La menthe ressort un peu trop à mon avis. On part sur le chutney de figue. D'accord, alors à ce moment-là, on va refaire une assiette. Donc, on prend ce foie gras-là. Chutney de figue, et qu'est-ce que vous souhaitez, ça? Moi, je mettrai ça. Ok, et ça. C'est parti. Alors, faites ça, chef. Vous nous dressez ça. Ce matin, le démarrage est un peu dur. Le chef vient de se faire retoquer 2 présentations, pas assez exotiques. Ils sont exigeants en général, les clients? Bien sûr qu'ils sont exigeants, surtout au niveau des classes premières, où il y a quand même un fort impact, et c'est une image de la compagnie qui est représentée. D'un continent à un autre, les gens ne mangent pas forcément la même quantité. Et donc nous, on est un peu entre 2 hésitations. Donc là, aujourd'hui, on est plutôt dans quelque chose d'assez léger, tout en respectant un certain grammage. Donc on épure un petit peu l'assiette. Donc voilà, vos 2 premiers choix. Très bien. Très bien, très bien. Et la 3e. Donc ça, c'est un dos de saumon au poivre, à la nette. Ça, c'est un dos de saumon nature avec du nori. Pour des sauces comme ça, comment vous les... Parce que quand l'avion décolle... Ben, ça, c'est la base est faite avec quelque chose qui va épaissir un petit peu. Donc là, cette sauce, elle a été faite avec de la purée de mangue qui lie la sauce. Et ça bouge pas. Et ça bougera pas. Hein. Vous voyez, l'avion peut décoller comme ça et ça bougera pas. Et il ne faut pas faire un looping. Hein. Mais voilà, bon, les inclinaisons au départ de l'avion sont comme ça. C'est aussi pour les présentations un peu délicates comme ça. Ben voilà, c'est aussi pour ça que vous avez les plats chauds. Alors,
bien sûr, ils sont comme ça dans l'avion, hein, c'est froid, mais quoi qu'il arrive, l'inclinaison, vous verrez toujours des assiettes avec un rebord, par exemple, sur les avions, pour que justement les plats chauds qui peuvent avoir une sauce des fois plus légère, de la crème ou quelque chose comme ça, puissent justement partir, hein, sans que ça soit taché ou quelque chose comme ça. Mais le plus important, c'est encore et toujours le budget, car le chef doit rester dans l'enveloppe fixée par la compagnie. Et ce matin, c'est le surcoût de cette pince de homard qui coince sous l'œil inquiet du contrôleur financier. On reste raisonnable dans nos budgets, M. Schilling? Là, vous êtes 50% de plus. 50%. Ouais. On est à 50% du tarif de plus. Non, je te parle pour la pince. La pince est confort, monsieur. On va substituer la pince de homard par une crevette. Là, on repart dans du standard. L'affaire semble conclue. Là, vous êtes en dessous, là, vous êtes dans vos budgets. Ok. Là, on est dans le budget. C'est sans compter un dernier rebondissement. Et si on enlève la Saint-Jacques et qu'on met la pince? Ah bah oui, ça va baisser, oui. Vous préférez la... Ouais. Vous préférez la pince? Oui. Ouais. Ah bah là, oui. Ouais. Ça cause plus. C'est plus chic. Dans cette nouvelle composition, la pince de homard est sauvée au détriment de la coquille Saint-Jacques. Pour ceux qui n'ont pas la chance de voyager en première, c'est ici que sont préparés leurs plateaux repas. Cervère en fabrique 35 000 par jour à une échelle industrielle. À cette cadence, les ingrédients sont plus basiques et moins raffinés, mais le soin apporté et l'hygiène sont les mêmes. La différence, elle est exactement pareille que quand vous allez dans un restaurant, si vous allez dans un restaurant haut de gamme, 3 étoiles ou 2 étoiles, par rapport à un bistrot ou par rapport à un restaurant tendance. L'avion a cette même problématique. Les classes avant sont relativement du haut de gamme et des cartes signées par des grands chefs comme on a aujourd'hui, hein, que ce soit Guy Martin, que ce soit pour Air France ou Antoine Errard pour Mauritius. Ce sont des gens qui nous amènent une valeur ajoutée sur les premières. Et puis derrière, vous avez la classe économique. Mais toutes ont autant d'importance, hein. Le principal, c'est que même dans un plateau économique, ce qui importe, c'est d'avoir une ration alimentaire qui soit bien pourvue. Hein, on est quand même des fois dans un avion, vous allez à La Réunion, ou vous allez aux Seychelles ou n'importe où, vous êtes une dizaine d'heures dans un avion, il n'y a pas de possibilité de se rattraper pour se nourrir. Autre différence, la présentation. En classe économique, pas de plat en porcelaine, mais du plastique facilement recyclable. En revanche, l'intransigeance est la même sur la fraîcheur. Aucun plateau repas ne sera servi 12 heures après sa préparation. Les avions qui sont partis ce matin, toutes les fabrications étaient faites hier après-midi ou hier au soir. Et ce matin, donc les centres fabriquent toutes les préparations pour les vols qui vont partir ce soir. Vous pouvez voir, c'est des produits frais, c'est pas du surgelé. Il est hors de question de faire ça longtemps à l'avance. À Roissy, la vie et l'activité ne s'arrêtent jamais. Ça suffit! Catherine Lecomte est au bord de la crise de nerfs. Depuis son enfance, elle habite cette maison, proche, trop proche de Roissy. À un moment, je ne peux plus les supporter. Je ne suis pas contre l'aviation, mais je ne prends pas, non. Je ne prends plus. J'ai pris, je ne prends plus. Même le terme aérodrome sur les panneaux, je ne le supporte plus quand je suis en vacances. Mais on entend le bruit et t'entends déjà l'autre. Et il y a des périodes, il y a celui-là et il y a celui-là qu'on va entendre très très vite. Donc on est encore dans le bruit de l'un, on va être dans le bruit de l'autre. Voilà, il y en a un qui passe juste là, derrière là. Regarde comme il passe pas au bon endroit celui-là en plus.
Tiens, regarde ça. Merci les aiguilleurs du ciel, là. C'est n'importe quoi. Allez, on coupe. C'est pas un problème. Un jour, il y en a un qui va nous tomber dessus. C'est évident. Faut le vivre, faut l'avoir, ce bruit-là en permanence quand on rentre de son travail, quand on va se coucher, quand on veut se reposer, quand on veut être dehors dans son jardin et qu'on a en permanence cette espèce de grondement à un rythme fou qui est de 4 à 500 avions par jour. C'est destructeur. C'est une situation destructrice, c'est pas ça la vie. C'est pas de ne pas avoir envie de rentrer chez soi parce qu'il y a un bruit insupportable, c'est pas de ne pas avoir envie de se coucher, c'est pas normal. Ça suffit! Mais les gens sont tous enfermés chez eux. Ça adore tout ça. De toute façon, ça peut pas avoir 25 ans de crédit et se dire qu'on entend les avions, sinon c'est le suicide à la clé. Il y en a qui partent. Hein. Mais je ne sais pas pourquoi je partirais de chez moi. Qui a le droit de me mettre en dehors de chez moi? C'est à eux de partir, pas à moi. Elle est révoltée, hein. C'est le rôle de sa vie. Le combat est peut-être inégal, mais on avance. Hein. On avance. Les riverains de Roissy manifestent contre le bruit depuis plus de 20 ans. Et depuis 20 ans, le trafic a été multiplié par 3. Le trafic nocturne est largement en baisse. Donne-moi les slogans là. Roissy, ça suffit. Le fret à Vatry. Moi j'avais dit un truc du style Monsieur le décideur, regardez vos erreurs, des trucs comme ça. Ne survolez pas le sujet des nuisances aériennes, votre responsabilité est engagée. Bonjour à tous. Nous sommes nombreux ici aujourd'hui pour dire les nuisances aériennes en Ile-de-France, ça suffit. Si rien n'est fait, dans 10 ans, le trafic aura doublé au-dessus de nos têtes. Non! Et 2 fois plus d'avions, c'est 2 fois plus de bruit. Non! Oui, au couvre-feu la nuit sur Roissy-le-Bourget. Et oui, au 3e aéroport. Oui! Merci à tous d'être là. Ensemble, on réussira. Oui! Bravo! Élus, riverains, pour protéger notre vie, soyons ensemble, nous allons gagner. Peut-être. Non, ADP, DGAC, c'est assez. Pourtant, tout avait bien commencé. À l'origine, Roissy ne devait pas atteindre cette taille ni ce développement. Roissy en France, l'aéroport qui prendra en 1972 le relais du Bourget devenu trop petit, lancera ses pistes de 4000 mètres ici même, à travers cette plaine désormais promue à la dignité d'un champ de bataille pacifique. Mais à l'époque, les riverains se doutaient déjà des bouleversements à venir. Je pense que le nouvel aéroport du Paris Nord nous fera un bien considérable. Ça nous amènera quand même une plus forte clientèle que nous avons déjà. Et puis, pour l'extension de la commune, je pense que ce sera parfait aussi. Mais la construction de cet aérodrome, est-ce que ça ne va pas amener des bouleversements dans notre village? D'abord, les oiseaux s'en iront, et puis il n'y aura plus de plantes vertes. C'est sous le nom de Charles de Gaulle que le 8 mars 1974, ces installations seront inaugurées officiellement. 30 ans après, Roissy s'est métamorphosée en Charles de Gaulle, puis en CDG. Une véritable ville avec 8 aérogares, une gare TGV, des hôtels et 150 000 passagers à gérer tous les jours. À la tête de cet ensemble, un sous-préfet qui a autorité sur les douanes, la PAF et les services de sécurité. C'est une enclave qui a une vie tout à fait spécifique. 24 heures sur 24, 80 000 emplois directs, 180 000 emplois induits, 150 000 passagers jour. Donc c'est devenu de, toute proportion gardée, d'une période artisanale, le terminal 1. Nous sommes maintenant terminal 1, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, T3. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui en 30 ans a muté d'une manière extraordinaire. Ce n'est pas fini. Roissy veut devenir le premier aéroport d'Europe en offrant les correspondances les plus rapides. Et pour cela, CDG s'agrandit. Une gigantesque aérogare est en construction au nord du site, le S3. Demain, les passagers enregistreront dans les terminaux déjà existants
et seront acheminés par train vers le S3. Un investissement énorme de 570 millions d'euros pour rester dans la course contre Londres et Francfort. L'objectif, c'est d'offrir aux passagers des correspondances le plus rapide possible entre deux avions. Arriver d'un gros porteur de New York, par exemple, reprendre un petit avion pour aller à Toulouse en passant par Paris. On a envie de passer le moins de temps possible à Paris et donc d'aller d'un avion à l'autre le plus vite possible. Ce chantier titanesque devrait être terminé d'ici 1 an. Grâce à sa taille impressionnante, le S3 pourra alors accueillir plus de 8 millions de passagers par an. À l'intérieur du satellite, on trouvera des boutiques et des services. Tout sera fait pour assurer le confort et la sécurité des voyageurs et diminuer les temps morts entre deux avions. Dans 1 an, les passagers qui auront enregistré leur bagage dans l'aérogare de Zeu arriveront par un train automatique, dans la station qui est sous nos pieds et monteront dans ces grands escalators pour rentrer dans le satellite lui-même. Ensuite, le passager va passer les contrôles de sûreté, une vingtaine de postes de sûreté qui vont se trouver à une trentaine de mètres ici. Et ensuite, va rentrer dans une très grande zone commerciale de 3000 m², va pouvoir faire ses dernières emplettes. Il va trouver ensuite les salles d'embarquement. Donc on a la plus grande des 2 salles d'embarquement qui est ici, qui fait 400 mètres de long. 400 mètres, ce ne sera pas de trop pour accueillir les très gros porteurs de demain, comme l'Airbus A380 ou le Boeing 787. Chacun d'entre eux pourra avoir à son bord jusqu'à 600 passagers et il faudra donc de l'espace pour les embarquer ou les débarquer. Seul ombre au tableau, le chantier est retardé par le drame survenu le 24 mai 2004. Ce jour-là, le terminal 2E s'effondrait faisant 4 morts et 3 blessés. Le 2E est précisément une des aérogares où les passagers enregistreront avant de rejoindre le nouvel S3. L'enquête sur les responsabilités se poursuit et les conclusions des experts ne seront pas remises avant l'été prochain. Dans la cohue de Roissy, nous retrouvons une de nos jumelles, hôtesse d'accueil, prête à répondre aux questions les plus évidentes, toujours avec le sourire. Bonjour. On est où? Vous arrivez au départ? Là, vous êtes sur le même niveau, arrivée-départ, au centre du terminal A. Merci, les gens. Rarement. Mais bon, on va mettre ça sur le compte du stress. C'est le 235 Poulkovo. Elle n'a pas été capable de me dire si c'est l'aérogare 2, l'aérogare 1. Elle n'a rien été capable de me dire, la pauvre femme. Alors, c'est un vol qui arrive à l'aérogare 1. Il est déjà arrivé à 10h50, madame. Wow! Voilà. Merci. Je vous en prie. Comment se fait-il que les gens vous posent des questions sur des choses qui sont écrites partout? Parce qu'en fait, ils ont besoin qu'on leur confirme. Même s'ils lisent l'information sur un panneau, il faut toujours qu'il y ait confirmation, une parole humaine. Ils ne font pas confiance à la technique. 55 millions de passagers transitent chaque année par Roissy, desservis par toutes les compagnies du monde. Parmi les dernières venues, Vietnam Airlines et ses équipages en ordre impeccable, ou Air Mauritanie, une des plus petites, qui relie 2 fois par semaine Paris à Nouakchott. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Ok. Donc, c'est vous qui voyagez, madame? Oui, oui. Ah bon? Ouais. Eh bien. Bienvenue à bord d'Air Mauritanie. Mohamed est chef d'escale d'Air Mauritanie, l'homme orchestre de la compagnie. À bord comme au sol, Mohamed s'occupe de tout, des billets, des bagages et de l'accueil des passagers. Son problème, c'est qu'elle a un bébé et qu'elle a des problèmes de colonne vertébrale. Donc il y a 2 bagages. Sa principale préoccupation, rassurer les passagers. Vous allez en Mauritanie aussi? Oui. Vous aussi? Bon, moi, je suis le chef d'escale de la compagnie. Bon, je m'approche un peu des clients pour voir leur opinion sur les pays. C'est bien. Ah oui, oui, bien. C'est un pays qui est bien, c'est un pays sûr. En principe, il n'y a pas de problème. C'est bien, c'est bien. C'est un avion de type Boeing 737 de dernière génération. Et il est parfait, il est en bon état, il n'y a aucun problème, tout est normal.
Voilà, comme vous voyez, nous mettons une petite pastille verte sur tous les bagages que nous enregistrons sur le vol Air Mauritanie. C'est une procédure de sécurité que nos compagnies que nous avons appliquée pour être sûr qu'aucun bagage extérieur à notre avion n'a... Et on change de couleur à chaque fois. Aujourd'hui, c'est la pastille verte. On appliquera demain, on ne dira pas la couleur qu'on va utiliser demain ou après-demain, mais c'est des mesures de précaution. C'est-à-dire qu'on est derrière le vol, on est devant le vol, on est après le vol, on est autour du vol. Il est suivi de A à Z. Après l'enregistrement, les bagages suivent un itinéraire précis, dans une zone ultra protégée. Ici, défense absolue de pénétrer. Les bagages sont passés un par un au rayon X. Nous avons un ordinateur. Ici, c'est une montre et c'est un bagage de femme. Nous, on cherche explosifs, armes et objets interdits au transport aérien comme bonbonnes d'aérosol, bouteilles de gaz, batteries de voiture, des choses comme ça. Toute matière corrosive aussi est interdite au transport aérien. Les stupéfiants? Stupéfiants, c'est pas nous. C'est la douane qui s'en occupe. Dans ce sac, des objets suspects apparaissent en vert à l'écran. Voilà. Les objets qui sont à l'intérieur ont la même densité que de l'explosif. Donc il y a sûrement de la nourriture, des choses comme ça. Après, c'est là que l'opérateur voit si la nourriture, c'est de la nourriture ou de l'explosif. Pour savoir si c'est de l'explosif, il doit retrouver les éléments d'une chaîne pyrotechnique, détonateurs, les batteries, les réveils, des choses comme ça. S'il voit qu'il y a juste la masse organique, qu'il n'y a rien d'autre, c'est sûrement de la nourriture, dentifrice ou de la crème. Aucune exception possible, tous les bagages sont soumis au contrôle. C'est un chien. Mais il est mort? Non. Non, il est tout à fait vivant. On doit être méfiant de tout. Le chien peut être mort et on peut l'avoir ouvert et mettre d'explosifs dedans. Après le contrôle, direction la soute. Mohamed, lui, va embarquer ses passagers. Et l'avion est là. Mais d'abord, Mohamed tient à nous montrer la dernière mesure d'Air Mauritanie pour lutter contre le terrorisme. Bon voilà, nos avions ont été équipés tout dernièrement de cette porte blindée. C'est la nouvelle procédure qui a été spécifiée par Boeing après les hijackings qui sont passés à bord et pour ne pas attaquer la sécurité des équipages. C'est une porte très lourde, elle a un poids énorme. Donc vous, quand vous rentrez, vous vous enfermez après? Absolument, elle a un code. Et alors vous mettez quoi, la date de naissance de votre femme? Ça dépend, donc si vous mettez la date de naissance, généralement les gens ils peuvent vraiment la choisir, il faut acheter une autre combinaison, quoi. Les derniers passagers embarquent. Pour aujourd'hui, la mission de Mohamed est terminée. Là, je suis dans les normes. Parce que mon avion a 30 minutes déjà d'escale et je suis déjà en train d'embarquer. J'ai déjà fini mon carburant, le nettoyage est fait, le catering est fait. Donc vraiment, c'est parfait. Le tour d'avion est fait par les mécaniciens et ça se passe bien. Là, je suis satisfait. Après la petite compagnie, place aux grandes. Roissy est la place forte d'Air France. Avec 700 vols par jour, la compagnie nationale monopolise la moitié du trafic aérien de l'aéroport. Et c'est derrière cette porte que se préparent les vols. Bonjour à tous. Bonjour Véronique Mercandali. Bonjour Francisca. Bonjour, on s'est vu. Véronique Mercandali. Celui-ci va s'envoler pour Rio sous la houlette de Véronique Mercandali, chef de cabine, qui, comme toujours, réunit son équipage pour un briefing. Comment ça se fait que vous ne connaissez pas vos prénoms respectifs? Mais c'est la première fois qu'on se voit. Vous n'avez jamais voyagé? Non. Moi, il y a des gens, je ne les ai jamais revus depuis 15 ans que je vole. Ah oui, c'est hallucinant. Ah oui. On est quand même 13 000. Les passagers s'installent pour un vol au long cours. Bonjour à Rio de Janeiro. Pas de fenêtre pour moi. Là. Ah non, mais vous pourrez quand même regarder. Alors personne ne prend votre pipi. Je vais dormir. Allez, j'ai pris votre valise ici. La porte n'est pas fermée, vous préparez déjà le champagne? Absolument, je prends de l'avance parce que dès qu'ils seront installés, on va offrir ça pendant le roulage. Et donc c'est très rapide. Hein.
Les rituels du départ, champagne pour la classe affaires, décompte des passagers, aucun ne doit manquer. 20, 23, super, on peut partir. Ok, C'est bon. merci, on est bon. Não sou eu quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega é o mar. Air France 582, contact de départ 131 décimal 2. Mesdames, Messieurs, le commandant de bord et l'ensemble de l'équipage ont le plaisir de vous recevoir à bord de cet Airbus 340 d'Air France, compagnie membre de Sky. Bonjour, from Block Sierra 1, number 2 for departure, line up please, wait, left and wait. C'est parti pour 11 heures de vol sans escale. Quelques heures après, les pilotes en profitent pour prendre leur repas. Pas de menu spécial, mais une consigne de sécurité très stricte. J'apporte le repas au commandant de bord et au pilote. Il y en a un qui mangera du coquelet, l'autre du poisson, car par précaution, en cas de troubles digestifs, on prévoit 2 repas différents. Donc ils peuvent jamais avoir envie de la même chose. Non, il faut qu'ils s'arrangent avec ça. Les deux choisissent, mais il ne faut pas qu'ils mangent la même chose. Bonjour, je vous amène votre repas. À l'arrière de l'avion, l'équipage fait une pause et reprend des forces. Derrière, c'est un peu plus convivial, parce qu'il arrive que l'on soit 2 à manger en même temps, puisqu'on est plus nombreux derrière. Mais là, je mange face à la poubelle, c'est très agréable. Le métier n'est plus ce qu'il était. Si les équipages veulent toujours vers des destinations de rêve, ils n'ont pas toujours le temps d'en profiter. Peu sont les gens qui comprennent notre fatigue. Je suis rentré dimanche après-midi de Punta Cana, en République dominicaine. Je suis resté chez moi lundi. Mardi matin, je suis monté à Roissy pour faire ce vol. Je vais rentrer vendredi soir. Après 2 jours à la maison, je vais repartir à Mexico pour un autre vol de 12 heures, et ainsi de suite. Changement de décor, changement de climat. Sur les pistes de Roissy, il fait -2. C'est le branle-bas de combat. Et regardez les gars, un peu la tempête qui arrive. On va passer la bonne nuit là. Vous avez vu, en quelques secondes, là, il n'y avait rien et puis ça y est, c'est parti. Hein. Là, la tension nerveuse va monter un petit peu auprès de tout le monde. La neige, bête noire des aéroports. Les pistes sont impraticables et les vols déroutés. Les passagers vont atterrir ailleurs. Pour les techniciens de l'aéroport, un seul impératif, dégager les pistes au plus vite. En principe, on a 45 minutes pour le faire. Hein. Mais tout va dépendre de l'événement neigeux, s'il dure trop longtemps ou pas. Quoi. Là, je pense qu'on va commencer à avoir un petit peu de retard sur les départs, bien qu'on arrive à un créneau d'horaire où il n'y a pas forcément beaucoup de trafic. Malheureusement, la tempête redouble d'intensité. Les conducteurs de chasse-neige savent qu'ils ne vont pas dormir cette nuit. Avant Noël, on a tourné la nuit jusqu'à 4 h, on est parti, il était 10 h du matin. En plus, la nuit, c'est plus dur, non, les lumières que le jour. Ah oui, puis comme on n'avait pas fait notre nuit, ma prof, je commençais à... J'ai un collègue, une fois, qui est parti, carrément, dans le décor. Qu'est-ce qui lui était arrivé? Il s'est endormi. Problème, un avion est en approche sur Roissy et les pistes ne sont toujours pas prêtes. Ça va pas. On va très certainement détourner l'avion plutôt que de prendre le risque de le faire atterrir sur une piste qui n'est pas en état. Ça nous déçoit un peu, mais bon. On pense aux passagers, aux gens qui vont arriver sur Lyon au lieu d'arriver sur Roissy, aux attendants qui sont en train d'attendre les aérogares. Bien sûr qu'on pense à eux. La neige s'arrêtera au petit matin. Les vols pourront reprendre normalement. Une bonne nouvelle pour les voyageurs et pour les pilotes d'avions cargo. Roissy est le plus grand aéroport de fret en Europe. Et c'est la nuit qu'atterrissent la majorité des vols cargo. Cette nuit, c'est un avion en provenance de Buenos Aires en Argentine
qui rejoint la zone de fret. Dans ces soutes, des conteneurs d'un type spécial, accueillis par une équipe de vétérinaires. Après 12 heures de vol, ça s'impatiente. Attends, je te la sors. À l'intérieur, il y a des chevaux, pas n'importe quels chevaux. Ceux-là sont destinés à une compétition de polo. Petits, résistants, très musclés, les chevaux n'ont apparemment pas trop souffert du voyage, ce que va vérifier le vétérinaire. Qu'est-ce que vous regardez en premier lieu? Signalement. C'est-à-dire que le cheval correspond bien au certificat sanitaire. Là. Je regarde la tête avec les signalements de la tête, donc les pieds, et l'état général de l'animal. C'est un simple examen clinique, un examen visuel. C'est bien lui? C'est bien lui. Voilà, c'est bon. Inspection de l'état général et bilan sanitaire pour éviter toute épidémie. En cas de doute, l'animal sera gardé en quarantaine. Certains jours, la zone de fret de Roissy ressemble à un zoo. On reçoit essentiellement des oiseaux, des reptiles, des chats, des chiens et des chevaux. Et puis tout ce qu'on peut imaginer. Des ours, des abeilles, on a beaucoup de poissons. On a reçu des autruches, on a reçu des bisons. Ça surprend un petit peu les gens quand on leur dit que ça voyage par avion, mais tout voyage bien si les conditions de transport comme ces caisses-là sont bien respectées, il n'y a aucun problème. Il fait chaud en Argentine, il paraît qu'il fait 30 degrés. Ça fait un choc thermique quand même par rapport à ici. Les contrôles sont terminés, rien à signaler. En route pour le tournoi de polo de Deauville. Un peu plus loin, les gigantesques hangars de fret abritent les importations venues du monde entier. Des centaines de cartons regorgent de toutes les marchandises possibles, licites ou illicites. Le jour n'est pas encore levé, mais les douaniers sont déjà à pied d'œuvre. Dans leur collimateur, ces cartons en provenance d'Asie, susceptibles de contenir des contrefaçons de marques de luxe. Bon, ça vient de Corée, avec un peu de chance, ça aura peut-être des contrefaçons. Mais bon, a priori, c'est pour un magasin à Paris. Bon, c'est même pas une marque connue, qui n'est pas recensée chez nous. Elle n'est pas protégée non plus. Il n'y a rien d'intéressant. Dans un bureau voisin, une autre équipe de douaniers a plus de chance. Elle a découvert un stock de piments en poudre stupéfiant. Ben, comme tu peux le voir, c'est caché dans des paquets de sauce de chili. Et lorsqu'on a ouvert le paquet, il était un peu trop dense par rapport à ce qu'il aurait dû normalement y avoir à l'intérieur. Donc on a pratiqué une saillie et à l'intérieur il y avait ce paquet-là. De l'héroïne pure dissimulée dans le chili. Là réside la difficulté en fait, puisque certains sont effectivement chargés en substances interdites, prohibées, et d'autres ne le sont pas pour éventuellement décourager les douaniers et en s'arrêtant sur un paquet sur lequel il n'y aurait rien pour arrêter le contrôle en fait. Il y a plusieurs moyens cachés, ça peut être des statuettes en bois ou différents procédés pour masquer la fraude en fait. Souvent, on peut le constater dans des statuettes, des moulures de lit, éventuellement. Dans des moulures. Tous les moyens suffisamment épais pour pouvoir y placer des sachets en général. C'est là où à chaque fois, c'est la course à l'ingéniosité des organisations de fraude. Pour l'instant, on est à combien là, vous pesez? Alors là, on est à 7 kg 460. 7,4 kg d'héroïne pour une valeur d'environ 300 000 €. Donc ce qui est quand même une sacrée belle saisie. À force de découvrir les astuces des trafiquants, les douaniers ont créé un petit musée où ils entreposent leurs trouvailles. Mais pour ne pas donner d'idée aux truands en herbe, le musée est fermé au public
et sert uniquement pour la formation des aspirants douaniers. Ici, un moyen assez intéressant, c'est simplement un chapelet coranique qui est tout à fait normal d'aspect. En regardant bien, vous avez tous les graines. C'est fait avec de la résine de cannabis. Il n'y a que la ficelle qui n'est pas faite en résine de cannabis. C'est quand même très bien fait. Après, je vais vous montrer dans une autre vitrine un autre échantillon de cachette. Bien, ce cabas, il a été fabriqué avec l'aide de boudins de résine. Regardez, on les voit très bien ici. Bon, le cabas, il a pris la couleur de la résine, on le voit, mais c'est fait avec des boudins de résine et le travail de vannerie a été fait à l'aide de ces boudins. C'est tellement bien fait que nos collègues ont mis du temps à trouver la cache. Mais alors, nos collègues, ils ont trouvé en définitive de la résine de cannabis dans ce cabas, simplement au poids. Ils ont voulu le soulever pour le rapprocher du bureau. Ils étaient en train de taper le PV. Ils se sont rendus compte que le cabas, il pesait bien plus lourd qu'un cabas normalement vide. Un cabas normal doit peser 200 grammes, et celui-là, ils ont trouvé 1,5 kg de résine de cannabis, ce qui n'est pas négligeable. À côté de cette vitrine, vous avez un autre échantillon qui a été fait sur des animaux vivants. Alors, c'était 13 escargots vivants d'Afrique que le monsieur essayait de ramener en France. Et une fois que les douaniers ont ouvert le sac de sport de ce monsieur contenant ces 13 escargots, eh bien, ils ont trouvé que les escargots, ils étaient tous morts. Donc c'était pas normal. Alors, ils ont nettoyé les coquilles d'escargots. Et sur chaque coquille, ils ont trouvé une tache un peu plus claire. Ils ont cassé les escargots et à l'intérieur, ils ont trouvé des boulettes qui contenaient de l'héroïne. Il y en avait 1,60 kg d'héroïne dans les escargots. Lors de cette affaire, on a fait 2 affaires dans une. C'est qu'il avait tenté de ramener en France des escargots vivants farcis à l'héroïne. En plus, ce monsieur, c'était dans notre terme, on appelle ça des bouleteux, il avait avalé des boulettes d'héroïne dans son corps. C'était quand même une très très belle affaire. Les trafiquants, ils ont beaucoup d'imagination et ils essayent de trouver des caches de plus en plus sophistiquées. Et là, ils ont remarqué que le prix du transport aérien de cet objet était très élevé par rapport à la valeur déclarée. Et comme nous n'avons pas affaire à une œuvre d'art, eh bien, on l'a contrôlé. Comme c'est du bois, avec une vrille, ça ne passait pas dans les rayons X où on passe nos bagages quand on est touriste. Et ils ont trouvé 2 kg d'héroïne dans le socle. Il y a les méthodes à l'ancienne, comme le livre découpé, les fausses semelles, mais aussi les billets parfumés à la cocaïne, le taureau fourré à l'héroïne, le sèche-cheveux au cannabis, ou encore l'antilope avec compartiment secret dans le cou. Un jour, les douaniers sont tombés sur un blessé un peu louche, et c'est leur flair qui a démasqué la ruse. À l'intérieur de ce plâtre, il y avait bien une jambe, mais aussi de la drogue. Côté déguisement, les surprises, elles non plus, ne manquent pas. Alors les bonnes transportaient de la cocaïne. Et l'affaire a été réalisée parce qu'elles avaient du vernis aux ongles. C'est interdit par la religion. C'est un petit détail que les douaniers connaissent. Et en définitive, lors de l'interrogatoire, c'était 3 filles de joie, disons, de Bogota. Vous voyez. Donc c'est plutôt compréhensible. Les gens essayent de tromper la vigilance par leur tenue vestimentaire, comme les bonnes sœurs. Les trouvailles des douaniers ne se limitent pas à la drogue. Il y a aussi la contrefaçon, comme les fausses montres, les faux diamants, les faux schtroumpfs, le faux Viagra et les faux produits de luxe. Pas cher à l'achat, mais vous risquez gros si vous êtes arrêté de retour en France. Par exemple, une montre Cartier, ça vaut très très cher. Et quand vous l'achetez par exemple dans un pays asiatique, pour quelques euros vous avez, et puis vous avez une sacrée amende, quoi. Pendant ce temps, un groupe d'hommes suspects s'approche des pistes. Ces hommes ne sont pas des terroristes, ils mitraillent les avions, mais avec des appareils photo. Chefs d'entreprise, cadres supérieurs, ce sont tout simplement des fous d'aviation. On les appelle les spotters. T'as vu le nouveau 747 d'Air France, non, déjà il est en ligne? Je sais pas, j'ai toujours pas vu. On a eu le DHL là tout à l'heure. Ah ouais? T'as vu? Non, j'ai pas vu. 757 nouvelles couleurs. Oh merde. Un spotter connaît tout, sur tous les avions. Il est absolument incollable.
voyez la dérive, elle a des couleurs spéciales. Et à une certaine époque, British Airways avait décidé de peindre ses avions avec l'œuvre d'art d'un peintre de chaque pays dans lequel ils avaient une escale importante. Donc ça donnait lieu à des avions qui avaient plein de couleurs différentes alors que c'était la même compagnie. Et ça, c'est le rêve, ça, pour un spotter. Vous l'avez compris, les spotters sont des collectionneurs maniaques. Un spotter, c'est quelqu'un qui va passer beaucoup d'heures à surveiller les avions, à les pister, et voilà, qui va énormément manger d'heures de repos, de libre pour faire ça. D'où ça vient? C'est les Anglais qui ont inventé ça. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, avec des jumelles, ils regardaient les avions allemands qui passaient le Channel pour aller au-dessus de l'Angleterre ou bombarder l'Angleterre, malheureusement. Et ils notaient les immatriculations ou les signes distinctifs et ils transmettaient ça au renseignement militaire qui exploitait et qui après ça permettait de faire un état des lieux, on va dire, du nombre d'avions que pouvait avoir la Luftwaffe. Tout petit, je rêvais de faire pilote, donc tout petit, les avions m'ont toujours attiré, j'ai levé le nez toujours vers le ciel, donc c'est difficile à dire, hein. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été attiré par les avions. Mais la passion des spotters est aujourd'hui une passion à risque. Il n'y a pas longtemps, le week-end dernier, certains ont fini au poste, dimanche. Lundi. Lundi, j'ai rencontré... Christian, il est allé au poste. Non. Christian et les deux frères. Ils étaient sous la tour et ils sont emmenés au poste. Depuis le 11 septembre et les menaces d'attentats, qui est légitime, hein, je comprends que les gens qui sont en charge de la sécurité, forcément ne perçoivent pas toujours d'un bon œil d'avoir à proximité comme ça des avions, un groupe de personnes qui est là, qui reste, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire, ils ont des sacs avec eux, ils courent vers les avions. Heureusement, la plupart des spotters sont connus des services de police qui les laissent vivre leur passion. Un autre vol sensible vient d'atterrir, cette fois en provenance de Pékin. Pascal Jean et son équipe se dirigent vers la passerelle de débarquement pour contrôler les passagers dès la sortie de l'avion. Objectif pour les policiers de la PAF, éviter que des voyageurs clandestins puissent atteindre la zone internationale pour ensuite, à l'aide de complices, s'infiltrer en France. Les passeports sont examinés de très près. Merci. Bonjour, ça va? Vous fait bon voyage. Merci bien, madame. Au revoir. Vous travaillez? Dans quoi? Je travaille serveur. Serveur? Bonjour, merci. Vous allez où? Nancy. À Nancy? Oui. Vous êtes à l'université à Nancy? Oui, oui. L'université de Nancy. Laquelle? C'est Nancy 2. Nancy 2, d'accord. Vous avez des questions type? Non. Bonjour, au revoir, vous allez où? On discute, quoi, c'est une petite discussion. Ça permet un petit test. Voir leur aisance, s'ils sont sur d'eux, etc. Si la personne, elle panique, qu'elle n'arrive pas à parler en français, un Chinois qui habite en France depuis 2-3 ans, ça va être suspect. Vous allez où? Pardon? Non mais où allez-vous? Tu peux vérifier le passeport? S'il te plaît, merci. Soit ils usurpent l'identité d'un étudiant parce que la photo leur ressemble, ou soit ils ont changé la photo. Vraiment, s'il y a un gros doute qui persiste, eh ben, la personne elle viendra avec nous, on fera des vérifications un peu plus poussées. Alors, entre le vrai et le faux, il n'y a pas beaucoup de différence. On va essayer d'avoir ça. Les passeports litigieux vont être vérifiés grâce à ce scanner ultra sophistiqué qui permet de détecter toutes les falsifications. Alors, on voit bien que le 8 il a été rajouté sur le visa. Ça provient d'un autre visa. Juste le chiffre a été découpé, ça a été découpé autour du chiffre et il a été recollé sur le visa. À l'œil nu, c'est pas évident à voir. Là, on voit bien avec le grossissement que le 8 il a été rajouté. Simplement pour allonger la durée du visa. Et là, il est plutôt bien fait ou plutôt... Là, c'est pas mal. C'est assez fin, quoi, comme falsification. Là, tu veux voir en... Donc là, au niveau de la date de naissance, tu as le découpage du... Ah ouais, au niveau de la...
Là, pareil, le set a été changé. Ils ont rajouté un set provenant d'un autre passeport. Ils ont découpé et hop, rupture. Et on voit bien le papier qui est mal collé, quoi. Ça se voit directement à l'œil nu. Ne serait-ce, bon, faut être muni d'un compte fil et puis on voit direct la falsification. Mais les clandestins chinois ont recours à d'autres techniques. Exemple, ces deux garçons d'une quinzaine d'années, sans papier et sans accompagnateur. Eux, ils ont perdu leurs documents dans l'avion, enfin perdu sciemment bien sûr, et ils se retrouvent là sans documents. Une technique classique, les clandestins détruisent leurs papiers dans les toilettes de l'avion. Sans papier, impossible de les mettre dans le vol retour. Qu'est-ce que vous regardez là exactement? C'est d'une société de sécurité à l'embarquement à Pékin en l'occurrence, qui scanne tous les documents des passagers à risque. Passagers qui sont susceptibles de se débarrasser de leur passeport au cours de l'avion. Sortir sans document par exemple. Comme ça au moins on connaît leur identité. T'as retrouvé les deux, Romu? Non, qu'une. Il est où? Dans l'avion? Hein? Il est dans l'avion? Les parents de ces deux garçons ont sans doute payé une fortune à des passeurs pour venir jusqu'ici. Une fortune qu'ils viennent de perdre. Leurs enfants se sont fait prendre. Ils sont amenés en zone d'attente pour une vérification plus poussée. Ils ne parlent pas un seul mot de français, mais parviennent tout de même à écrire leur date de naissance. Ça y est alors? Il est né en quelle date là? Il serait né le 1er décembre 90. Ça correspondra à peu près. Vu que l'autre avec qui il était là, il était né en 89, hein, donc on va être à peu près du même âge. S'ils ont un passeport, ils ont un billet d'avion, on peut les faire repartir. Le grand avait un transit vers l'Afrique, on l'aurait fait poursuivre son transit vers l'Afrique. Alors que là, vous ne pouvez plus. Ah bah non, là il n'a plus de billet d'avion, plus de passeport, donc voilà, il ne pourra pas continuer son voyage, il s'arrête là. Et il n'y a pas moyen pour vous d'aller contrôler dans l'avion si vous retrouvez les papiers? Bon, s'ils les mettent dans les WC chimiques, c'est râpé. Il peut y avoir un passeur aussi qui récupère les passeports. Dans ce cas, on ne les retrouvera jamais. Un passeur, c'est-à-dire? Une personne qui les accompagne, ils sont quand même jeunes, c'est étonnant qu'ils voyagent seuls. Donc il risque d'avoir une personne qui les accompagne, qui récupère leur passeport et voilà. Parmi les passagers? Parmi les passagers, bien sûr. Le procédé est connu. Les enfants arrivent d'abord, ils habitent quelques mois chez un oncle en situation régulière, le temps d'organiser l'arrivée de leurs parents au nom du regroupement familial. Actuellement, nous avons 90 personnes d'arrivée en zone d'attente actuelle. Donc là, étant donné que c'est des mineurs, ils sont placés dans une chambre à proximité, étant donné que depuis le mois d'octobre, la Croix-Rouge est H24 sur la zone d'attente. Ils sont placés à proximité des bureaux de la Croix-Rouge qui peut exercer une surveillance et leur apporter assistance le cas échéant. Les deux petits Chinois accepteront finalement de repartir dans leur pays par le prochain vol. Un mois après leur départ pour la Mecque, nous retrouvons nos pèlerins qui sont de retour. Selon la coutume, ils sont accueillis avec des dattes, du lait et de l'eau de fleurs d'oranger. La famille de Madame Kechnay est inquiète. La vieille dame n'est toujours pas sortie. Elle est là, ma vie. Soulagement pour toute la famille, Madame Kechnay arrive enfin, un peu amaigrie. À la Mecque, la vieille dame a perdu ses valises et une dizaine de kilos. Elle était malade. زعما قلتي كي رحتي ما ترجعيش شويه وفهمت ها الحمد لله.
Elle était surtout malade. C'est le destin. Destin, ouais. Ça veut dire qu'elle doit encore rester encore. Et l'amour de ses enfants. Le jour où on doit partir, tout le monde part. Hein. Voyage مليح. C'est lent, c'est lent. 7 سوايع.